Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous propose de démarrer dans quelques secondes maintenant notre session de cet après-midi. Je suis, pour ceux qui ne m'auraient pas encore vu depuis ce matin, Éric Tardieu, le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin. Et je suis très heureux de vous accueillir ou de voir à nouveau ceux d'entre vous qui étaient déjà là ce matin, qui nous restent fidèles. Je suis heureux de vous accueillir donc à cette session de la 18e conférence de l'Euro-RIOB. Soyez donc les bienvenus à cette session interactive consacrée au partenariat Water for All. C'est la première fois que nous organisons la conférence de l'Euro-RIOB complètement en ligne. Et vous savez que sur les 2 journées d'aujourd'hui et de demain, nous organisons différentes sessions dans cette période si particulière qui, comme je l'indiquais déjà ce matin, nous confronte à nos fragilités humaines, individuelles et collectives. Et je crois que nous pouvons, comme traditionnellement, partager des pensées pour nous tous ici réunis, pour nos familles, pour nos proches, pour nos organisations, pour nos pays, pour nos régions respectives, en formant des vœux évidemment pour que les uns et les autres, nous passions sans encombre cette période de difficultés sanitaires, économiques et sociales. Comme je l'indiquais également ce matin, le RIOB en tant que réseau a cherché à s'adapter à ce nouveau contexte et à ces difficultés, et nous avons renouvelé notre mode d'action, notamment par l'organisation de webinaires consacrés à des thèmes d'intérêt pour les organismes de bassin. Depuis cet été, nous nous sommes réunis donc à l'échelle internationale au niveau du RIOB, avec, je dois dire, un important succès pour ces différentes sessions. En septembre, nous avons parlé des systèmes d'information sur l'eau et nous étions plus de 200 connectés pendant un webinaire de plus de 2 heures. Le mois dernier, en octobre, nous avons évoqué l'adaptation au changement climatique et nous étions 170 de mémoire également connectés. Et ce mois-ci, en novembre, à la même date que celle qui était prévue pour l'organisation physique de notre 18e conférence de l'Euro-RIOB, à l'invitation de nos collègues maltais, nous avons dû changer notre mode d'organisation et nous retrouver en ligne. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même couleur humaine, évidemment, mais nous avons montré depuis ce matin nos capacités à interagir, à nous écouter, à partager nos exemples et à produire un message commun. L'atelier de ce matin et du début d'après-midi était consacré à 2 grandes politiques européennes majeures, la politique de l'eau, bien entendu, et la politique agricole commune, et aux meilleures interactions que nous souhaitons construire pour la période qui vient, 2021-2027. Nous allons cet après-midi aborder une autre politique européenne très importante, la politique de soutien à la recherche et à l'innovation. Et évidemment, en tant que praticiens de l'eau et nous-mêmes en tant que réseau d'organismes de bassin, souhaitons que la place de l'eau, la place de la gestion des ressources en eau soit la plus présente possible dans les programmes de recherche et d'innovation de la période 2021-2027. D'où l'intérêt que nous avons déjà marqué en tant que RIOB pour l'élaboration, pour la mise en œuvre de cette initiative Water for All, et d'où l'intérêt, je crois,
de vous proposer ce temps d'échange aujourd'hui sur l'élaboration de ce programme. Et donc, nous sommes très heureux cet après-midi d'avoir d'éminents représentants de la Commission européenne, bien entendu, et je laisserai Natacha Morsi faire plus avant les présentations dans quelques minutes, mais merci beaucoup à M. Panagiotis Balabanis d'être parmi nous cet après-midi. Nous avons un représentant d'État membre, en l'occurrence la France, et merci à Olivier Bouc qui représente l'Agence française nationale pour la recherche d'être également présent. Et nous avons également le témoignage d'un organisme de bassin, un organisme de bassin espagnol. Et donc, merci beaucoup à Miguel Polo de la Confédération hydrographique du Júcar d'avoir accepté de témoigner. Voilà, je voulais simplement vous proposer ces quelques mots en introduction. Je reviendrai en conclusion. Et pour l'animation de la suite de notre session, j'ai donc le plaisir de céder la parole à Madame Natacha Amorsi, au docteur Amorsi, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, du secrétariat technique permanent du RIOB à l'Office international de l'eau, qui va animer le cœur de cette session. Natacha, the floor is yours. Merci Eric. Merci aussi à Edouard pour les premiers éléments techniques. Donc n'oubliez pas, effectivement, si vous voulez partager des informations, des questions pour utiliser le chat qui est à votre disposition. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, une grande et belle question, effectivement, qui est aussi soumise aux organismes de bassin via le RIOB. On s'intéressera plus particulièrement à la question de la recherche et comment les organismes se positionnent-ils par rapport à la recherche plus particulièrement européenne pour ce qui est de notre session. Donc, quel pourrait être le positionnement, les intérêts aussi des organismes de bassin. Mais avant de rentrer dans un temps qui nous sera donné justement pour échanger lors de la table ronde sur ces questions, nous allons avoir des présentations qui vont nous permettre de mieux comprendre les prochains changements qui s'approchent vers nous dans le cadre européen du financement de la recherche. Et pour ce faire, nous avons le plaisir, j'ai le grand plaisir de bientôt donner la parole à Panagiotis Balabanis. J'ai des grands plaisirs parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans les projets européens, vous étiez le project officer, donc ça commence à remonter de mon côté et c'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Donc, Monsieur Balabanis, en tant que représentant de la Commission européenne, travaille plus particulièrement dans la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Il est actuellement le chef de l'unité eau, plus particulièrement d'unité économie circulaire et biosystème. Ensuite, nous allons avoir le plaisir, et pour moi aussi, de rencontrer Olivier Bou, qui travaille donc à l'ANR, mais qui a aussi la particularité de faire la passerelle entre le Water GPI et, en ce qui nous concerne encore plus aujourd'hui, vers le Water for All, puisque Olivier Bou est aussi en charge de coordonner le développement de ce partenariat. Et enfin, comme l'a indiqué Eric, nous allons aussi avoir dans le temps de la table ronde Miguel Polo, qui sera donc notre témoin du point de vue des organismes de bassin en tant que représentant de la Confédération hydrographique du Júcar en Espagne, et pourra donc premièrement réagir à cette question entre quel est le lien entre donc les organismes et la recherche. Donc je commence un peu par la fin. Avec quel type de message allez-vous repartir à la fin de ce webinaire? C'est vraiment pour nous l'occasion de pouvoir illustrer ce lien que je viens de mentionner. Et les différents sous-objectifs, objectifs de ce webinaire sont donc de pouvoir vous présenter, grâce à la présentation de M. Balabanis, le Horizon Europe, qui va donc faire suite à Horizon 2020. Nous allons aussi avoir la présentation du Water for All par M. Bou et globalement avoir cette opportunité d'échange d'expérience grâce à Miguel Polo. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à M.
Balabanis pour la première phase, donc dans la setting de scene pour mieux comprendre les changements qui s'amènent progressivement dans notre horizon de recherche. Je coupe mon partage d'écran. Donc, Monsieur Balabanis, normalement, vous pouvez désormais partager votre écran. Voilà. Good afternoon. A big pleasure also to be with you. Bonjour, c'est un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci infiniment pour cette aimable invitation qui m'a été adressée. Je dirais que c'est un des effets positifs du Covid finalement, car cela nous permet d'assister à des réunions en ligne, webinaires, sans réellement être en présentiel, car nous sommes dans l'impossibilité de voyager actuellement. Alors, avec ces facilités en ligne, d'organisation d'événements en ligne, il nous est plus facile de nous retrouver. Alors, je commencerai ma présentation de la manière suivante. Alors, il s'agit d'une présentation très brève. Je ferai une brève introduction sur Horizon Europe et l'état d'avancement de la préparation du programme ou de l'initiative, notamment les premiers volets du programme ou piliers du programme. J'irai un peu plus vite sur les éléments liés à la question de l'eau qui sont appréhendés notamment dans le cluster 6 de l'Horizon Europe. Et vraiment, c'est le cluster dans lequel nous retrouvons la majorité des activités liées à l'eau. Tout d'abord, Horizon Europe est un cadre de programme traditionnel qui promeut l'innovation. Mais je voudrais également dire que la première phase du programme, Horizon Europe, n'était pas réellement conçue ou vue ou perçue comme un programme pour soutenir l'innovation et la recherche, mais plutôt perçue également comme un instrument clé de l'Union européenne pour accélérer et promouvoir la reprise européenne, la reprise économique, le niveau de préparation, de résilience de l'Europe au changement climatique et à tous ces défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, il est essentiel de comprendre tout cela et c'est d'ailleurs reflété dans la structure de Horizon Europe. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons le pilier 1 qui est en fait la création de connaissances essentiellement adressées aux chercheurs, aux centres de recherche Marie Curie et autres types de centres de recherche pour la formation, le renforcement des capacités, les infrastructures et autres. Et puis, j'ai un petit écho, me dit l'orateur. Alors, pilier 2 concerne les différents défis, à savoir la formulation de solutions innovantes pour soutenir et pouvoir répondre aux besoins et aux problèmes des citoyens. Et le troisième pilier concerne l'innovation également. Mais là, il s'agit davantage d'aider l'Europe à renforcer son leadership, et notamment sur le plan industriel, et permettre une forme d'autonomie stratégique, comme nous comprenons que la compétitivité industrielle et l'autonomie des entreprises est un élément fondamental, notamment dans la crise actuelle du Covid et comme cela a été mis en évidence par la crise. Alors, le plan stratégique de Horizon Europe, c'est la première fois que le programme requiert l'établissement d'un plan stratégique. Il s'agit là d'un plan dans le cadre duquel le programme va renforcer ou concevoir des stratégies ou des orientations plutôt stratégiques où la recherche et l'innovation doivent également être au cœur de cette stratégie. Mais dans l'identification de ces orientations, nous devons également prendre en compte les priorités de politique au niveau de la Commission. Et ça, c'est réellement important, car c'est la toute première fois qu'un programme cadre est également lié aux
priorités politiques et donc nous tentons de définir l'innovation et la recherche de sorte à soutenir la mise en œuvre des politiques. Et comme vous pouvez le voir ici, voyez donc les 3 priorités politiques de la Commission, à savoir le soutien du Green Deal européen, du contrat vert, la transition digitale, la transformation industrielle et le développement, bien entendu, d'une société plus résiliente, plus juste et plus basée sur une plus saine, plus en meilleure santé en tout cas. Voilà donc les 3 prioritaires sur lesquelles l'Horizon Europe va bien entendu s'articuler. Voilà donc un petit glossaire avec les concepts clés d'Horizon Europe, avec quelques interventions. Nous avons tenté de définir les éléments stratégiques pour la formulation des politiques avec un plan stratégique en premier lieu qui va mettre l'accent sur les guidelines, sur les orientations pour la Commission européenne 2019-2024 avec un focus sur les priorités clés et mettre en place également des objectifs stratégiques au sein des priorités politiques de la Commission européenne, dans lesquelles la recherche et le développement jouissent d'investissements importants. Alors, les thématiques sont développées de sorte à pouvoir identifier les effets plus larges que l'innovation et la recherche peuvent avoir sur l'économie, sur la société, et quelles seraient les incidences ou les implications de ces actions. Et donc, nous formulerons des propositions qui devront d'ailleurs identifier les bénéficiaires finalement et les utilisateurs finaux de ces résultats et les bénéficiaires finaux de ces résultats et finalement quels sont les problèmes spécifiques que cette démarche ou initiative aidera à résoudre. Voilà donc le cluster 6 comme je l'évoquais précédemment. Nous avons donc 6 clusters avec la première phase qui concerne les problèmes sociétaux, qui concerne la santé, la sécurité, le transport, ainsi que l'énergie. Il s'agit là du cluster 6, qui est essentiellement le cluster qui tend à faire avancer la connaissance, à développer des solutions innovantes, qui va également accélérer la transition vers la gestion durable des ressources naturelles et des terres et des sols, de sorte à assurer une forme d'intégrité des écosystèmes, également assurer la sécurité alimentaire et in fine assurer le développement durable et le bien-être humain. Vous pouvez donc constater que nous avons là les éléments clés de ce que l'on appelle les zones d'intervention, à savoir le champ d'application qui a déjà été identifié à l'issue de propositions de la Commission et de propositions concrètes. Le cluster 6, comme vous pouvez le constater, couvre un large spectre d'activités. Cela va de l'observation environnementale, de la biodiversité, de l'agriculture forestière, zones rurales, les systèmes d'alimentation, les mers, les océans, les zones humides, etc. Et ce qu'on appelle l'économie circulaire et bien entendu les systèmes innovants basés sur la biodiversité. À la base, comme je le disais, de ce plan stratégique, la Commission avait déjà émis un premier document d'orientation et je voudrais dire ici que ce document, pour la première fois, a été co-construit ou co-formulé entre les différentes directions générales de la Commission, mais avec de nombreux d'entre vous, car ce document d'orientation stratégique a été amplement et largement ouvert à consultation et plusieurs d'entre vous, soit individuellement ou à travers vos réseaux, ont eu l'occasion de le commenter. Et dans
les dernières années, entre 2019 et 2020. Nous avons eu les journées de l'innovation et de la recherche, pendant lesquelles plusieurs centaines de personnes, et milliers de personnes ont d'ailleurs pu assister à travers des conférences visuelles. Et ces orientations ont été amplement discutées. Concernant le cluster 6, sur la base de ces définitions, à savoir des orientations stratégiques et impact, nous pouvons voir ici les 6 impacts attendus ou prévisionnels qui ont été également identifiés dans le cluster 6. Et ce sont là des impacts qui pourront nous aider à identifier davantage les priorités. Vous voyez ici que l'impact, il y a un impact ici, à savoir soutenir la neutralité climatique et construit dans le cluster de l'adaptation climatique au changement climatique et comment la préservation, la restauration de la biodiversité et l'écosystème, sur notamment la gestion circulaire durable, l'utilisation des ressources naturelles, la prévention également. Alors, la sécurité alimentaire et la nutrition est également assurée. Les régions rurales et côtières et périurbaines et urbaines sont également développées de manière équilibrée. Alors, les questions de gouvernance sont également appréhendées et donc la gouvernance est essentielle. Vous pouvez donc constater que ces impacts sont très importants et sont pertinents par rapport au Green Deal. Vous voyez que le Green Deal concerne également la stratégie du Farm to Fork. Principal elements of Green Deal. Alors, ces éléments essentiels du Green Deal sont des composantes essentielles dans lesquelles nous espérons pouvoir, à partir desquelles nous pouvons contribuer, je l'espère, au cluster 6. Voilà, vous verrez donc les parties ou les différentes composantes du Green Deal. Alors, si nous allons un peu plus dans le détail de ce que sont les idées ou les propositions d'idées que nous allons d'ailleurs évoquer ou appréhender concernant la question des ressources en eau. Les activités de l'eau ne devraient pas être décorrélées, mais devraient être corrélées ou liées au cluster 6 et aux impacts attendus du cluster 6. J'ai tenté donc d'identifier les différentes thématiques liées aux ressources en eau qui sont également ou vont être liées avec les impacts spécifiques attendus. Vous voyez qu'il y a des questions qui sont liées à les services de la biodiversité et de l'écosystème, la restauration de l'écosystème des ressources en eau, évaluer également les interconnexions, le nexus entre la biodiversité, l'eau, la forêt, la santé, dans le contexte du changement climatique. Cela fait partie intégrante de la restauration, des objectifs de restauration des écosystèmes et de la biodiversité. Nous avons des questions notamment liées à la production des nutriments également, notamment avec une santé meilleure santé, notamment pour les systèmes alimentaires qui soient, intègrent l'impact environnemental et soient plus écologiques. Concernant l'économie circulaire, nous avons également quelques activités, notamment dans le contexte des villes circulaires et des initiatives des régions, ce qu'on appelle les solutions systémiques, des initiatives circulaires des régions, en appliquant tous les aspects de l'économie circulaire dans la gestion des ressources en eau. Et c'est là un domaine qui sera pris en compte dans les prochaines 2 années de la mise en œuvre du programme. Il est entendu que plusieurs activités sont liées à ce qu'on appelle l'activité zéro pollution en termes d'impact de notre programme. Et vous pouvez donc voir ici des
activités plus larges concernant notamment la contamination des eaux souterraines, la prévention de la contamination des eaux souterraines, les nutriments, la réduction notamment, une approche de réduction justement du phosphore, nitrogène dans les eaux souterraines, l'établissement des politiques et des législations de réduction de l'azote. Et puis, nous avons deux autres impacts liés notamment à la question climat, à l'action climat. Et là encore, nous souhaiterions améliorer ce qu'on appelle l'observation et le suivi, le monitoring de la disponibilité des ressources en eau. Et c'est là peut-être que le réseau et le RIOB peut jouer un rôle très important, à savoir des systèmes pour une meilleure allocation des ressources, avec des instruments de l'économie de l'eau, aller au-delà des systèmes d'allocation traditionnels. Ce sont là des éléments très importants et puis nous espérons que l'impact attendu sera également une gouvernance innovante avec des observations environnementales et des solutions digitales, avec des systèmes financiers plus soutenables dans les systèmes de ressources en eau. Voilà donc deux questions qui nous intéressent au plus haut point. Voyons un petit peu les domaines qui seront couverts dans le cadre des appels à candidature, appels d'offres, dans le cadre des programmes. Alors, deux éléments essentiels à mettre en exergue. Tout d'abord, les partenariats européens, Horizon Europe. Actuellement, nous essayons de lever le niveau des ambitions au sein notamment et promouvoir les partenariats publics-privés. Dans le cluster 6, nous proposons de soutenir 3 partenariats. Un d'entre eux est dédié à la sécurité de l'eau, aux éléments d'eau douce, et à 2 autres partenariats sur la biodiversité et l'économie verte. Les mers et océans, car la biodiversité et l'eau sont extrêmement ou étroitement liées. Nous souhaiterions également pouvoir appréhender la question des transferts de l'eau des agences de bassins vers les mers, vers les rivières, car la contamination et la pollution n'a pas de frontières. Donc, nous voudrions également avoir une approche transversale et systémique par rapport à la sécurité des ressources en eau. Alors, ce sont des partenariats européens qui seront soutenus à condition que les États membres, bien entendu, soutiennent également ces partenariats et cofinancent les projets. Donc, il s'agit de cofinancement et ces partenariats auront leur propre cofinancement et instruments de financement en plus des activités déjà en cours. Et j'aimerais également dire quelles sont les missions. Les missions sont les suivantes. Il s'agit davantage d'initiatives à l'horizon de cette nouvelle mouture du Horizon Europe, qui est un instrument pour répondre à des objectifs clés et qui pourrait apporter de nouvelles actions d'innovation à mettre en œuvre et pour notamment soutenir les politiques environnementales avec l'implication des citoyens. Et comme vous le voyez, cela va bien au-delà de cette configuration. Vous avez 5 missions essentiellement, ou 5 domaines de missions. Voilà, l'adaptation au changement climatique, incluant la transformation sociétale, la question des océans, des mers, des eaux côtières. Il s'agit également de climat neutre, des villes également. Donc, il y aura également des appels à manifestation
distincts pour pouvoir couvrir ces missions. Alors pour le moment, ces missions sont assez larges, mais seront développées la prochaine année de manière plus spécifique. Mais en tout cas, ce sont des éléments à prendre en compte dans le cadre du programme Horizon Europe. J'aimerais enfin clore ma présentation en rappelant l'échéancier ou le programme que nous avons concocté. Nous travaillons pour le moment dans la préparation de ce programme. Nous avons alors le cadre financier budgétaire est en cours d'adoption par le Parlement et le Conseil des ministres. D'ici la fin de l'année, il sera finalisé, nous l'espérons. Ensuite, nous passerons au plan stratégique qui sera mis en œuvre et adopté à la fin de l'année pour pouvoir lancer les premiers appels à manifestation premier trimestre 2021. J'aimerais donc vous remercier pour votre attention. Cela clôt ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que tout cela nous donne un aperçu très clair du cadre de la prochaine initiative ou prochain programme Horizon Europe, le cluster 6, avec les différents partenariats et les missions. Puis-je vous demander de cesser de partager votre écran, s'il vous plaît? What I propose to the participants, all the little their burning questions. Je propose aux participants de nous envoyer leurs questions courantes. Après ceci, nous allons avoir une séance de questions-réponses. Aussi, voudrais-je, permettez, vous présenter et donc donner la parole à Monsieur Olivier Bou. Durant sa présentation, M. Balabanis a déjà fait référence au Water for All et nous avons maintenant à voir la présentation de Olivier pour rentrer dans les détails demain, du moins. C'est une habitude pour les présentations puisque normalement, je devrais être en français. Je ferai mieux pour la prochaine session. Donc, dès à présent, je laisse la parole à M. Bou, si vous voulez partager votre écran pour afficher votre présentation et nous inviter à l'exploration du Water for All. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait, et on vous entend bien aussi. Eh bien, merci, parfait. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation et pour me donner l'opportunité de présenter cette initiative qui est Water for All. Donc, je suis à l'Agence nationale de la recherche en charge de la coordination de ce partenariat qui a pour objectif de traiter de toutes les questions de sécurité de l'eau pour la planète, ainsi que l'a présenté M. Balabanis il y a un instant. Donc, le plan de ma présentation, ça va être un résumé de ce que c'est que ce partenariat Water for All, de la gouvernance qui va le composer, le calendrier envisagé, le budget et un point particulier sur le développement d'un agenda stratégique de la recherche et de l'innovation. Je ne l'ai pas noté là, mais je dirais un mot également des possibilités de contribution de votre réseau ou des organisations individuelles au partenariat. Alors, comme l'a dit Panagiotis auparavant, Water for All est candidat à un partenariat cofinancé, c'est-à-dire avec participation de financements nationaux ou régionaux en complément des financements européens. Donc, les financeurs et les ministères seront les membres principaux du partenariat, mais seront également étroitement associés d'autres acteurs, qu'ils soient du monde de la recherche, du monde économique ou des utilisateurs.
Et cette initiative Water for All s'appuie sur les développements qui ont pu être conduits dans l'initiative de programmation conjointe sur l'eau, la Water GPI, la plateforme européenne d'innovation sur l'eau et la plateforme technologique Water Europe. Et donc, le calendrier est un démarrage dans le cadre du programme Horizon Europe 2021, avec un début effectif probablement en 2022. Alors, le partenariat Water for All, il a pour objectif de concentrer la recherche et l'innovation et les financements de la recherche et de l'innovation sur l'eau dans toute l'Europe et également de produire des impacts au-delà de l'Europe. Il traite de l'ensemble des sujets liés à la sécurité de l'eau, c'est-à-dire sécurité d'approvisionnement en quantité et en qualité, mais aussi valeur écosystémique pour la biodiversité, pour le changement climatique, résilience et réduction des risques liés à l'eau, des risques hydrauliques, effets sur la santé, etc. Et l'outil partenariat, il a pour objectif d'aller au-delà de la recherche et de l'innovation seule, mais d'aller jusqu'au transfert vers les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient gestionnaires de l'eau. Et donc, on cherche à faire le lien entre les solutions développées par les chercheurs et les problématiques rencontrées sur le terrain par les différents acteurs. Donc, ça demande des transformations réelles de notre système de fonctionnement pour des bonnes connexions entre ces différents acteurs. Ça demande évidemment aussi des approches transversales entre technologie, politique, environnement, considérations économiques et sociétales. Donc, je répète que l'enjeu est d'avoir plus d'impact et d'aller jusqu'à la mise en pratique des différentes solutions. Alors, pour cela, le partenariat Water for All va s'articuler autour de 5 piliers. Le premier, c'est un alignement des programmes nationaux, régionaux de recherche et d'innovation autour d'une vision commune. Et évidemment, cette vision elle sera en cohérence avec la vision à l'échelle européenne. Ensuite, donc ça c'est le cœur qui conditionnera les 4 autres piliers. Le pilier B, ce sont des appels communs de recherche et d'innovation, à l'image de ce qui est fait actuellement dans la GPI Water, pour générer des nouvelles connaissances et de l'innovation. Mais au-delà de ces appels, il pourra y avoir des formats nouveaux pour aller davantage vers du transfert de connaissances et d'innovation. Et on va développer dans les piliers C et D des activités additionnelles qui vont maximiser cette dynamique d'implication de tous les utilisateurs et de transfert de la recherche. Donc, ça peut être des plateformes de connaissances, des documents ou des ateliers d'interface entre sciences et politique. Le pilier D va se focaliser sur la démonstration des solutions avec la mobilisation de sites de démonstration ou de laboratoires vivants. Et enfin, le pilier E porte sur la dimension internationale avec le développement de la collaboration internationale dans le domaine de l'eau et de l'innovation dans l'eau pour permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable et notamment l'objectif 6 concernant l'eau, et donner à l'Union européenne un rôle leader également à l'échelle internationale sur ce sujet. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les membres au cœur du partenariat seront les instances de financement nationales et régionales. Donc, le comité de direction,
qui sera l'organe décisionnel, rassemblera ses financeurs. Mais autour de ces nombreux cœurs, les partenaires associés, l'ensemble des partenaires, qu'ils soient industriels, de recherche, utilisateurs finaux, sociétés civiles, etc., qui ne sont pas membres à part entière du partenariat, mais qui collaborent sur certaines de ces activités. Donc, en particulier, ça peut être une collaboration par la coordination et l'alignement de ses propres activités avec la vision développée par le partenariat dans le pilier A. Ou alors, ça peut être des collaborations plus ciblées sur des sujets d'intérêt commun dans le cadre des piliers C, donc interface sciences politiques, ou D, démonstration, au travers, si nécessaire, d'accords de collaboration formels type Memorandum of Understanding. Donc, je pense que ça peut être en particulier d'intérêt pour vos organisations dans le cadre de ces deux piliers, et spécifiquement le pilier démonstration revêt une importance particulière pour que vous fassiez partie des partenaires associés. Et enfin, un conseil de parties prenantes rassemblera, sur la base de ce qui est déjà fait aujourd'hui dans la Water GPI, un ensemble d'acteurs utiles pour orienter les développements et les activités du partenariat, donc acteurs du monde scientifique, mais aussi des parties prenantes thématiques dans les différents pays européens ou au-delà, donc associations européennes ou acteurs sur des sujets particuliers, et seront également incorporés dans ce comité les représentants des directions thématiques de la Commission européenne, puisque l'eau est un sujet qui impacte évidemment plusieurs directions thématiques. On peut penser à l'environnement évidemment, mais aussi à l'agriculture en particulier. En termes de calendrier, donc comme ça a été mentionné précédemment, devrait être retenu d'ici la fin de cette année les partenariats autorisés à concourir pour le programme 2021-2022. Et Water for All souhaite être candidat pour le programme 2021. Et donc, si, selon le calendrier présenté par Panagiotis précédemment, les programmes de travail européens sont finalisés au premier trimestre 2021, ça veut dire que l'élaboration formelle de la proposition Water for All aura lieu dans le courant du printemps 2021, et donc le démarrage effectif des actions sera probablement pour le début de 2022. Et alors, aujourd'hui, une proposition à l'état de brouillon est d'ores et déjà disponible sur le site de la Commission européenne depuis la fin mai, début juin. Et la Commission européenne a demandé aux États membres, entre juillet et mi-octobre, d'indiquer leurs engagements par rapport aux différents partenariats, y compris Water for All. Des informations que m'a donné Panagiotis, tous les pays membres n'ont pas encore répondu, donc on est encore dans l'attente des résultats formels de cette consultation. Alors, pour venir sur le plan du budget de Water for All, dans la proposition déposée au mois de mai, le budget initial est estimé de l'ordre de 400 à 450 millions d'euros, avec un détail qui dépendra des activités réellement incorporées dans le partenariat, et notamment du nombre et du type de sites de démonstration ou laboratoires vivants
qui seront incorporés dans le partenariat. Il est attendu que sur ce budget, la contribution européenne puisse aller jusqu'à 50%. Et l'estimation qui a été faite de ce budget repose sur une allocation de budget de 10% sur le pilier A lié à l'alignement, 40% sur les appels communs, 15% sur l'aspect interface sciences politiques, 20% sur la démonstration et 10% sur l'international. Donc, si la Commission européenne apporte 50% de financement, ça veut dire qu'on attend des États membres à l'échelle nationale ou régionale des engagements de l'ordre de 200 millions d'euros. Alors, en parallèle de la consultation officielle de la Commission européenne que j'ai évoquée tout à l'heure, le partenariat Water for All a lancé une consultation informelle sur laquelle nous avons eu des retours de 17 pays qui amènent à une estimation de l'ordre de 120 millions d'euros d'engagement en cash et 70 millions d'euros de contribution en nature. Donc, on s'approche des 200 millions d'euros qui étaient visés, tout en sachant qu'il manque certains pays dans les réponses et que dans les pays qui nous ont répondu, tous les organismes n'ont pas forcément été intégrés. Donc, nous avons bon espoir de pouvoir parvenir à boucler un budget cohérent avec ce qu'on avait anticipé initialement. Alors, dernier point, l'agenda stratégique. La Commission européenne exige pour les partenariats qui soumettront des propositions d'avoir un agenda stratégique de recherche et d'innovation prêt dès le dépôt des propositions, donc ce qui nécessite d'aller vite pour développer les bases de la vision commune pour l'alignement que j'ai évoqué depuis le début de la présentation. Donc, ça nous demande d'intégrer un certain nombre de documents existants comme l'agenda stratégique de la Water GPI, de Water Europe, de RACOA, d'Euro ou d'autres documents d'initiative voisines comme les partenariats PRIMA ou FACE. Et à partir de cette base, nous sommes en train de travailler pour établir une première version, je l'ai appelée plutôt ici version 0, de l'agenda stratégique à soumettre à consultation des États et des réseaux pertinents, dont votre réseau fait certainement partie, pour avis, consultation et enrichissement de cet agenda afin d'avoir la vision stratégique la plus partagée commune. Donc, on va avoir un calendrier extrêmement serré. On essaye de travailler à ça pour fournir cette version 0 d'ici la fin du mois, lancer une consultation ensuite qui devra être finie dans le premier trimestre, y compris des consultations, des interviews de certaines parties prenantes particulières visées pour pouvoir avoir fini le document au printemps, au moment du dépôt de la proposition. Et donc, dernière diapositive, la place de votre réseau et de vos organisations dans le partenariat. À court terme, nous pouvons attendre de votre part des contributions techniques pour les mises à jour à venir du document dans l'optique de la soumission de la proposition formelle au printemps prochain. Avec, en particulier, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, des sites de démonstration potentielle ou laboratoires vivants, l'intégration également d'observatoires particuliers d'intérêt ou de réseaux de monitoring, ou des propositions pour des activités supplémentaires qui seraient d'intérêt pour vous et qui rentreraient dans la logique du partenariat.
Vous pouvez également soutenir formellement le partenariat Water for All par des lettres de soutien, par éventuellement l'intégration dans le groupe de rédaction de cette proposition. Et puis ensuite, par des engagements, et là c'est plus sur la durée du partenariat, des engagements en nature, voire éventuellement en cash aussi, pour contribuer au partenariat par des personnels travaillant sur l'interface sciences politiques ou par des financements, par l'intégration dans le partenariat de financements déjà en cours ou déjà mobilisés de votre part, par votre initiative ou par des fonds, par la mobilisation d'autres fonds. Je pense aux fonds structurels européens, fonds européens de développement régional ou aux programmes type LIFE qui peuvent produire un effet de levier dans le cadre du partenariat. Donc, ce sont ces différentes contributions qui peuvent être des apports, des contributions directement financières dans le partenariat. Et enfin, je l'ai évoqué, à court terme de nouveau, vous pouvez, vous êtes les bienvenus pour contribuer à l'élaboration de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation, donc une consultation qui va venir assez vite. Il y aura des mises à jour également dans le courant du partenariat pour ajuster cette vision au fil du temps. Donc, vos contributions sont les bienvenues pour apporter vos visions et vos problématiques en termes de besoins de recherche et d'innovation pour que les activités du partenariat soient les mieux adaptées possibles aux problématiques de terrain. Les contacts pour ce partenariat, donc Panagiotis du côté de la Commission et moi-même à l'Agence nationale de la recherche, et je vous ai mis sur cette diapositive le lien vers la proposition existante sur le partenariat Water for All. Merci pour votre attention et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je me permets de, de reprendre la parole. Je vais remettre mon slide en partage. Donc là, vraiment, je pense un très bel enchaînement de présentation. On est parti effectivement de la vision globale du positionnement de la Commission européenne, et avec vous, Olivier, on a pu donc réduire le focus vers le Water for All. On a à peu près 20 minutes pour un temps de discussion. Il y a une question qui est apparue dans le chat que je vais vous relayer, Olivier. N'hésitez pas aussi à faire remonter peut-être d'autres questions adressées à nos intervenants. Et enfin, on changera un petit peu le focus pour essayer non pas uniquement d'adresser des questions, mais de voir comment. Parce qu'il est vrai que même quand on connaît un petit peu le paysage de la recherche, quand on est du côté des organismes ou des acteurs, ça reste quand même une constellation qui peut paraître très, très lointaine. Et d'avoir l'opportunité de vous avoir justement pour peut-être adresser des points plus particuliers qui concernent les organismes de bassin représente une très belle opportunité. Une des questions du coup qui est remontée, ça concerne, il me semble, la partie des membres associés. La question qui est remontée, c'est est-ce qu'il y a un coût à cette adhésion? Donc, je pense qu'il est peut-être nécessaire de davantage préciser la forme que peut prendre ce partenariat au sein du Water for All, pour expliquer qu'on n'est peut-être pas dans le cadre d'une association, mais d'une relation, comme vous l'avez expliqué sur votre dernier slide. Donc, peut-être revenir sur si un organisme de bassin, effectivement, voulait, ou là, c'était en l'occurrence, c'était le CEREMA, comment est-ce qu'il peut rejoindre le Water for All? Alors, merci pour la question qui est évidemment tout à fait pertinente. J'ai été très succinct sur la diapositive concernée. Les modalités d'association peuvent être multiples, en fait, parce que un acteur
de la recherche, de l'innovation et même des études environnementales, je dirais, qui s'inscrit qui utilise l'agenda stratégique pour inscrire ces activités dans la vision partagée, ce sera déjà une forme d'association. Ensuite, comme j'ai dit, il peut y avoir des accords de coopération formelle sur certaines activités, sur les piliers C et D en particulier, donc transfert, sciences politiques et démonstration. Et il peut y avoir évidemment des participations à des projets particuliers en réponse aux appels à projets qui seront lancés par le partenariat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modalité unique de participation en tant que partenaire associé et qu'il n'y a pas non plus de coût d'entrée spécifique. Il pourra y avoir des acteurs qui seront des partenaires associés sans financer de manière régulière. En revanche, un organisme de recherche qui ne participera qu'à un seul projet en répondant à un appel à projet qu'on lancera ne sera pas considéré comme membre associé. Ce seront les utilisateurs, les partenaires récurrents dans les différentes activités qui seront partenaires associés. Donc, un organisme de bassin qui mettrait à disposition un site existant, instrumenté, qui partagerait ses données et qui ouvrira ses portes à des acteurs de recherche d'autres pays européens ou d'autres communautés sans davantage, sans financement additionnel, sans fournir de financement additionnel, pourrait être considéré comme partenaire associé. Ce sera à ce moment-là le site qu'il mettra à disposition sera considéré comme une contribution en nature utile pour le partenariat et il pourra être considéré comme partenaire associé. Donc, on sera sur de la gestion au cas par cas en fonction des contributions et des besoins de chacun. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Là, je vais demander si Edouard, parce que je n'arrive pas à voir le chat, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont remontées ou j'arrête peut-être de partager mon écran. Ce sera plus simple. Très bien. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, nous allons rentrer dans la partie de table ronde. Et pour démarrer cette table ronde, je vais demander à Miguel Polo d'être notre premier témoin en tant que représentant d'organismes de bassin aux présentations qui viennent d'être faites et de partager du coup l'expérience du Rougar en Espagne, peut-être en ayant à l'esprit justement quels peuvent être les liens entre la recherche et les organismes, quel type de recherche peut être intéressante aussi pour répondre à tel type de besoin à l'échelle de l'organisme de bassin. Donc, Miguel, je vais vous demander de prendre la parole et de réagir et du coup d'officiellement ouvrir la table ronde avec votre premier témoignage. Je ne vois pas l'ensemble des participants. Vale. Buenas tardes. Voilà. Bon après-midi, merci pour cette invitation. Je représente la Confédération hydrographique du Júcar, mais je représente également l'organisme espagnol des organismes de bassin. Je suis le secrétaire technique permanent. Bien. La Confédération hydrographique du Júcar est un organisme de bassin avec très peu d'eau, de ressources en eau, mais beaucoup d'utilisation, à savoir énormément de pression sur les ressources hydriques. Et par conséquent, ceci a fait que nous soyons liés à la recherche et obligés d'y être liés depuis tout temps. Alors, à cela, nous pouvons ajouter que le fait que nous souffrons les phénomènes hydrographiques ou hydrauliques extrêmes, aussi bien les sécheresses que les inondations. C'est la raison pour laquelle
que les problèmes que nous rencontrons dans notre bassin fait que notre bassin ait été le premier à avoir un système d'alerte en temps réel sur la question notamment des inondations pour pouvoir mesurer les niveaux de pluviométrie, également gérer en temps réel les potentialités de catastrophes naturelles en termes d'inondation et de sécheresse. Alors, tout cela a fait que nous soyons extrêmement liés à la recherche. Et nous avons toujours signé des protocoles d'accord avec les universités. Donc, il y a une relation permanente avec les universités pour travailler sur de la modélisation, pour pouvoir compter et comptabiliser les ressources en eau. Nous avons mis en place des modèles de qualité de l'eau et de mesure de la qualité de l'eau. Et ce même problème de rareté des ressources a fait que nous ayons dû augmenter le contrôle sur l'eau. Et cela a fait que nous soyons aujourd'hui pionniers en termes de contrôle de la consommation d'eau par télédétection spatiale. Voilà donc quelques fronts sur lesquels nous avons dû opérer et qui, de tout temps, ont été notre leitmotiv en termes d'investissement. Il y a eu, bien sûr, il y a beaucoup à faire encore, mais le projet Water for All nous a énormément interpellés. Et nous sommes très intéressés car nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles nous travaillons et donc nous cherchons à nouer des collaborations et des partenariats avec les centres de recherche pour augmenter des partenariats dans ce sens. Pendant la première session, il a été question de la nécessité d'augmenter la biodiversité. Alors, un des programmes de ces bassins, c'est que ces effets justement d'inondation et de sécheresse intermittents réduisent la biodiversité. Aujourd'hui, nous menons des expérimentations, des expériences, mais c'est un thème qui requiert énormément de recherche et d'investigation. Donc, nous devons tenter de trouver des solutions innovantes pour réduire justement les espèces invasives. Un autre thème qui est en relation avec la question des ressources en eau limitées, c'est de mesurer justement les canaux hydrologiques pour pouvoir établir des systèmes qui tentent de justement établir et identifier ces canaux hydrographiques. Dans le passé, nous avons mis en place des techniques de télédétection. Aujourd'hui, nous sommes pionniers pour améliorer d'ailleurs le contrôle de l'utilisation des ressources en eau. Et ces techniques, au jour d'aujourd'hui, sont très innovantes. À l'époque, nous les avions utilisées pour prévenir et nous avons plusieurs utilisations de la télédétection sur notre bassin. Mais il est difficile de mesurer la quantité des ressources en eau. Par exemple, la culture de certaines espèces qui viennent envahir et polluer les ressources en eau reste un problème assez grave. Nous devons donc continuellement améliorer le système de prédiction. Et la semaine dernière, nous avons connu des inondations très importantes, par exemple, dans notre bassin versant. Et curieusement, la prédiction météorologique s'actualisait au fil des heures, à vue d'œil en quelque sorte. Donc c'est là encore un champ qui requiert énormément de recherche et d'innovation. Alors ce n'est pas uniquement propre au bassin versant, aux organismes des bassins, mais nous sommes fortement impactés par ce problème. Nous tentons également d'améliorer la connaissance de ce qui se passe à chaque instant, pouvoir mesurer les débits en temps réel et en situation notamment de situations climatiques extrêmes. Alors, il y a toute une panoplie de thématiques, comme vous pouvez le voir. Le Water for All
eh bien, dispose d'un budget important, mais nous avons tellement de questions à traiter que nous avons besoin de financement, certes. J'aimerais également dire que dans notre bassin versant, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la bioremédiation. Il s'agit d'une thématique dans laquelle nous n'avons pas encore atteint des solutions satisfaisantes. Donc, cela exige davantage de recherche, car, par exemple, les eaux des barrages est encore contaminée parfois. Et là encore, cette situation exige d'être changée, en fait, inversée. D'autres domaines de travail et le système de soulagement, des réseaux de collecte et par exemple des systèmes de développement de drainage durable, soutenable. Comme vous pouvez donc le constater, nous avons des thématiques et des thèmes très ponctuels. On ne parle pas uniquement de choses eh bien, à l'échelle globale et mondiale, donc les changements climatiques qui nous affectent, bien entendu. Alors, nous avons besoin de solutions locales, car nous avons un contexte et une réalité locale avec des problématiques locales. Nous avons besoin de recherche, d'investigation et des solutions qui pourraient nous apporter réellement des solutions durables. Merci. Je pense que le dernier point que vous avez abordé, alors je vais me remettre, ça se remet automatiquement en français de mon côté, pardon. Le dernier point que vous avez abordé fait vraiment le lien avec les quatre, que ce soit du côté de la présentation de Horizon Europe ou du Water for All, c'était d'aller jusqu'à l'utilisateur. Et c'est vrai que cette question des solutions locales est très, très importante. Une solution qui est développée à un endroit peut être très performante, mais à placer, à devoir être développée et adaptée à notre endroit pose aussi des enjeux même de recherche, d'adaptation, etc. Et c'était une belle transition, je pensais, pour un petit peu conclure par rapport à ce que vous avez dit, dans le sens où effectivement la recherche est très importante, mais l'étendue des questions est telle que les sources de financement sont à aussi diversifier. On a eu deux questions dans le chat qui sortent un petit peu de cet aspect. J'aurais aimé ouvrir au chat, aux participants, si vous avez des réactions à faire aussi suite à la présentation de M. Polo, n'hésitez pas à les adresser maintenant. Ça nous permettrait de rester dans la thématique de ce qui vient d'être présenté. Donc, on va attendre peut-être quelques secondes pour voir s'il y a des réactions. Et n'hésitez pas du coup maintenant à adresser globalement à nos intervenants des questions. Le temps est vraiment ouvert à l'ensemble des participants, que ce soit pour partager des retours d'expérience en tant qu'organisme de bassin sur vos besoins, sur la perception de la recherche et le lien avec le niveau de la recherche européen, peut-être en complément de ce que vous réalisez déjà à l'échelle locale. Et donc, je vais laisser peut-être quelques petites secondes pour voir s'il y a une réaction par rapport à la présentation qui vient d'être faite. On n'a pas la possibilité de voir en train d'écrire là sur Zoom. Donc, je vais reprendre chronologiquement. Et là, la question s'adresse à nouveau à M. Bou. La question s'agissait de la place des Living Labs. Les appels à projets seront-ils liés aux Living Labs choisis? Donc là, la notion de Living Lab avait aussi été abordée au niveau Europe, dans la partie démonstration. On retrouve du coup dans le cluster. Et, quels sont du coup les éléments de réponse que vous pourriez apporter à cette question? Alors, pas forcément. Dans le pilier appel à projet, on pourra avoir des questionnements tout à fait génériques d'ordre méthodologique, de développement technique ou autre, qui peuvent ne pas être en connexion directe avec un site de démonstration. En revanche, les Living Labs seront évidemment un terrain de jeu privilégiés sur lesquels faire appuyer certains appels à projets. Donc, certains appels à projets pourront être liés aux Living Labs, mais ce ne sera pas systématique.
Merci. On avait une question. Alors, j'arrive un petit peu à comprendre l'espagnol. Donc, je comprends que M. Martinez aimerait poser une question, que la possibilité de poser cette question lui a été donnée. Donc, je ne sais pas. Par contre, là, j'aurais besoin d'aide pour la traduction de la question en elle-même, hein, à part preguntar. Je ne sais pas. Bon après-midi, bonjour. Vous m'entendez? Je vais donc poser la question de viva voce, de vive voix. Eh bien, en saisissant l'occasion de cette intervention très intéressante de Miguel Polo, et étant intéressé justement du point de vue de la gestion des bassins versants et des organismes de bassins, notamment dans le cadre de la gestion des bassins méditerranéens, j'aimerais savoir, en tant que coordinateur général du programme, étant donné qu'il y a tellement de thèmes d'innovation et de recherche, etc., comment cela se traduirait en modalité opérationnelle de travail? Il est vrai que les organismes de bassin ont d'énormes besoins qu'ils doivent couvrir, auxquels pourraient se greffer effectivement les programmes qui sont proposés, mais également les organismes de bassin pourraient proposer des expériences sur le terrain, des bases de données, des situations documentées, etc., sur lesquelles vont travailler ces projets. Donc, du point de vue tout à fait opérationnel, les bassins, les organismes de bassin et leurs pays respectifs ont des relations directes avec les ministères de l'environnement ou les ministères de gestion des ressources en eau, mais peut-être un peu moins avec les ministères de recherche et d'investigation. Alors, comment canaliser tout cela dans les deux sens, tant pour faire arriver les besoins d'un organisme de bassin au partenariat qui finalement va se formuler en projet, comme mettre à disposition des différents projets, les situations locales des bassins, les bases de données et autres documents qui pourraient être intéressants et pertinents. Merci. Merci beaucoup. J'imagine que cette question, dans un premier temps, s'adresse à M. Bou à nouveau, dans le fonctionnement du Water for All. Mais il me semble peut-être aussi, donc je vais bien évidemment vous redonner la parole, mais probablement qu'un éclairage du point de vue européen de la part de M. Balabanis serait aussi intéressant pour répondre à ce dialogue dans les deux sens entre effectivement, on est au niveau local, on a une source de financement, on a aussi des connaissances, mais comment les faire valoir, etc. Donc, dans un premier temps, M. Bou, si vous voulez bien répondre à la question, et pour s'en suivre, M. Balabanis aussi. Je pense effectivement que Panagiotis aura une vision tout à fait utile, éclairante sur le sujet, qui est général pour les différents partenariats. La solution que souhaite prendre Water for All par rapport à ça, c'est de, comme je l'ai dit, on ne veut pas se limiter à la recherche et l'innovation. Et donc, les partenaires qui seront membres du partenariat à temps plein pourront être les ministères de la Recherche, mais aussi de l'environnement. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas forcément uniquement le niveau national, ça peut être le niveau régional qui est représenté aussi. Alors, quand je dis ministère de l'environnement, ce sont les différents ministères thématiques, hein, au-delà du seul aspect environnemental. Et en particulier, dans les partenaires associés ou dans les advisory boards, le conseil consultatif, il pourra y avoir des représentants là aussi de ministères thématiques, même s'ils ne sont pas financeurs. Donc, la mise en réseau des thématiciens avec les acteurs de la recherche et les financeurs de la recherche fait partie intégrante du dispositif envisagé. Merci. La parole à M. Balabanis pour éclairer d'un point de vue plus européen. Yeah, thank you very much. Oui, merci beaucoup. I would like also to complement compléter les propos. This
apporter. Alors, je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que ce sont là vraiment des problématiques des plus importantes, tout particulièrement celles afférentes au renforcement des liens entre la recherche, la politique. Vous avez vu ceci, et les perçu dans la présentation de M. Bou. Il y a eu, c'est un des piliers, une des composantes importantes de la mise en œuvre. Et ceci me permet justement de dire que Water for All, il faut percevoir Water for All au-delà du simple prisme de la recherche d'innovation. Water for All également essaye de traiter et de réduire les limites et les restrictions des organisations de financement de la recherche. À titre d'exemple, ceci est très clair aussi, très souvent au niveau national et européen. On soutient des projets, mais une fois le projet fini, un certain nombre de résultats importants doivent être implémenté. Et finalement, le financement, malheureusement, on voit un terme au financement et il n'y a plus moyen d'aller de l'avant et de continuer sur la bonne portée. Et peut-être que ce sont d'autres questions, à savoir des programmes nationaux, des programmes européens qui offrent la possibilité d'aller au-delà, bien au-delà et de faire le pas et continuer. C'est justement, le Water for All permet de mieux synchroniser, mieux aligner les différentes politiques de recherche et d'innovation, tout en traitant justement les étapes à venir et comment justement les résultats peuvent aller encore plus loin grâce à ceci. Ceci fait déjà partie intégrante de l'idée dont on parle. Et au niveau générique, à titre d'exemple, nous sommes en train également de penser à lier, comment lier le partenariat Water for All avec les stratégies de la recherche de l'eau, de la directive de l'eau. Et c'est là une manière concrète pour le renforcement tangible des liens entre politique d'un côté et recherche de l'autre. Car très souvent, les résultats et les possibilités de mettre en place les solutions ne sont pas toujours visibles. En renforçant cette interface, nous pouvons, en ce faisant, nous assurer que la directive de l'eau et les États membres vont se faire le relais de ces informations avec la région, les utilisateurs finaux, avec les bassins versants et leurs gérants, et pour s'assurer que ces résultats sont bien appliqués sur le terrain. C'est ce à quoi nous aspirons en réalité. Et il est important pour l'instant, encore une fois, c'est quelque chose, un travail en cours. Si vous avez des suggestions novatrices sur la manière d'améliorer ceci et d'assurer le transfert aux politiques, ben écoutez, ça serait également bienvenu et on serait fort bien avisé d'appliquer vos remarques. Merci. Je pense que votre intervention et celle de M. Bou nous permettent déjà d'avoir des éléments de réponse sur un peu un cluster de questions que je vais essayer de synthétiser puisqu'on en a eu plusieurs, mais qui remontent un petit peu sur le même sujet, à savoir la transmission du savoir, d'une part, le lien entre recherche, service et utilisateur, donc toujours cette notion de rendre les résultats utiles en dehors du scope de la recherche elle-même pour toucher un public plus large, avec des thématiques qui surgissent dans le chat telles que comment mieux se préparer par rapport aux inondations, avoir de meilleures réactions en temps réel, mais aussi par rapport au domaine de l'agriculture. Et par rapport à ce que vous venez de dire, M. Balabanis, à savoir que là, on est vraiment dans un dialogue, c'est-à-dire qu'on a cette question, bien évidemment, du mieux transmettre les résultats de la recherche, mais aussi, ce que je viens d'entendre de la part des institutions, de mieux prendre en compte les solutions qui pourraient déjà être existantes et faire remonter ces savoir-faire aussi auprès des institutions. Est-ce que vous auriez, que ce soit en termes d'expérience de la part de M. Poulot ou M. Bou ou M. Balabanis, des éléments peut-être complémentaires pour mettre en œuvre ce dialogue entre, d'un côté, le transfert et le upscaling des solutions, mais aussi comment mieux capitaliser de la part de la Commission européenne ou de la part du programme Water for All sur ce qui est déjà existant comme pratique, comme bonne pratique. J'espère ne pas vous avoir perdu avec les, avec les questions.
Donc, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin du côté, justement, peut-être institutionnel pour mieux, et ça rejoint aussi une question posée par Monsieur Tardieu, c'est comment peut-être mieux connaître les agendas pour mieux s'inscrire dans les pratiques de la commission ou du Water for All et faire remonter justement que ce soit les besoins ou les expériences de bonne pratique. Alors, sur cette dimension bonne pratique, une réponse possible, ça va être la création, j'ai appelé ça plateforme de connaissances tout à l'heure. Ces plateformes de connaissances, ça peut être des bases de données informatiques mises à disposition sur notre site web ou sur d'autres, peu importe, pour recenser à la fois les développements récents en matière de recherche et d'innovation, mais revenir en arrière aussi sur ce qui a déjà été réalisé. Donc, il y a un exercice qui est en cours, qui a démarré au sein de la Water GPI, de cartographie des différents projets financés, de ce qui a déjà été réalisé. Et il y a effectivement un axe de progrès là-dessus, sur la mise à disposition de l'ensemble de la communauté, recherche comme thématique, de ce qui a déjà été réalisé. J'ajoute aussi que, j'en ai pas vraiment parlé dans ma présentation, va être mis en place dans le cadre du partenariat un programme de formation professionnelle ou de professionnalisation pour que les acteurs gestionnaires de la ressource en eau soient plus à même de s'approprier ces résultats de la recherche. Donc cet élément éducation, professionnalisation est présent aussi dans le partenariat. Merci. Est-ce que Miguel Polo, peut-être un partage où j'ai vu que M. Balavandis, vous aviez activé votre micro, si vous voulez compléter ensuite. Yes, thank you very much. I think I would like also to stress this also possibility, this what we know, we call, the knowledge. Je voudrais vraiment intégrer cette pensée-ci dans mes propos à venir, et ceci fait partie de cette proposition. Et ici, nous savons que c'est là un élément très important parce que fort souvent, ce n'est la consolidation, la synthèse et mise à disposition d'utilisateurs n'est pas chose aisée. Et les décideurs, en mettant à disposition ces connaissances, ceci permet de soutenir, d'appuyer le transfert de connaissances et d'informations. Parce que là, on peut savoir quelles sont les solutions novatrices, dans quelle mesure ces solutions sont réalisables, quelles sont leurs frontières, et ceci nous permettra de mieux voir et comprendre quels seraient les besoins en termes de recherche supplémentaires. Un autre élément important également, c'est que quand bien même ce n'est pas vraiment très fort pour l'instant que cette proposition, que ce que nous allons étudier également, ça a trait aux barrières, aux obstacles. Je veux dire par là, peut-être qu'il y a plusieurs informations théoriques, mais ces informations ne sont pas mises en pratique. Aussi, il faut voir quels sont ces obstacles qui entravent la voie vers la réalisation de ces informations et pour essayer de voir dans quelle mesure également le partenariat peut aider à surmonter ces différentes entraves. Et je voudrais saisir l'occasion qui est donnée également, parce que dans le chat, il y avait également une autre question, à savoir comment les différents utilisateurs finaux peuvent être liés ou se connecter aux autres États membres. En l'état des choses, chaque État membre a déjà identifié un ou une représentante de chaque partenariat. Donc, nous sommes en contact avec ces représentants. Je ne suis pas vraiment certain dans quelle mesure que nous pouvons dire que nous avons des informations de partage de données, de protection de données, mais par ailleurs, nous envisageons également
d'élargir, et Olivier, corrigez-moi, nous voudrions également avoir des parties prenantes et des consultations une fois que nous aurons conçu les premiers éléments de cet agenda, certainement d'ici le réseau RIOB sera également dans ce sens d'un grand soutien. Merci. Merci beaucoup. Je profite peut-être des dernières petites minutes avant de passer à la conclusion que va réaliser M. Tardieu. Miguel Polo, peut-être avez-vous aussi un retour d'expérience par rapport à faire remonter auprès des institutions les différents éléments? Bueno, quería responder a dos Bien, je preguntas. voulais peut-être répondre à deux questions du chat. Tout d'abord, une question qui a été posée si la Confédération hydrographique du Rougar pourrait être un laboratoire à l'échelle réelle, et la réponse est oui, tout à fait. Nous l'avons d'ailleurs toujours été depuis le début. Nous avons été un bassin pilote à différents égards, dans différentes thématiques, et nous sommes tout à fait disposés à tout instant et à tout moment à collaborer avec les chercheurs. Ensuite, une autre question posée dans le chat sur les études hydrographiques, à savoir comment passer de la théorie à la pratique. C'est une jolie façon de le dire. Et par rapport à cela, je voulais... Alors, ceci est en relation avec ce que je disais précédemment. Nous avons besoin de plus de connaissances de ce qui se passe en temps réel quand il y a des situations extrêmes et connaître les débits justement qui circulent par les fleuves et les rivières. Comme la question est posée, nous avons des études théoriques, nous avons également des différents types de retours pour les différents débits, mais la pratique est difficile. Quand arrive une crue, eh bien, nous n'avons pas toujours la mesure du débit. Si nous avons effectivement la mesure du débit auparavant, nous aurons une idée plus précise de ce qui va être inondé. Et je voulais tout simplement dire, pour terminer, que tous les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir les besoins des agences de bassin pour améliorer leur fonctionnement, eh bien, pour cela, il est essentiel d'avoir l'implication du secteur privé également. Car ces solutions requièrent la participation pleine et entière du secteur privé, car ils peuvent apporter des solutions technologiques qui pourraient être au bénéfice de tout un chacun, de tout le monde. Donc, si nous parlons, par exemple, de techniques d'amélioration des systèmes, de soulagement, etc., toutes ces technologies, tout ce que j'ai évoqué précédemment, eh bien, en fin de compte, le système public ne pourra pas apporter toutes les réponses. Alors, ce sont les entreprises qui devront apporter ces solutions. Donc, c'est important d'avoir ce partenariat public-privé. C'est essentiel. Voilà ce que je voulais dire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et je pense que c'est une belle manière de clôturer cette table ronde. Effectivement, on a eu cette approche européenne, cette déclinaison avec le Water for All, mais que dans les phases de démonstration ou plus largement de financement, la partie publique n'est pas suffisante et que la place du partenariat privé-public peut aussi apporter à la fois des solutions concrètes en termes d'échange de technologies, mais aussi en termes de sources de financement. Je voulais, pour ma part, remercier l'ensemble de nos intervenants. Alors là, c'est la frustration qui va avec la partie virtuelle. Donc, merci beaucoup. J'applaudis de manière silencieuse de mon côté, mais je voulais vous adresser mes remerciements ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui ont participé et écouté. Donc, à présent, je vais redonner la parole à Monsieur Tardieu pour qu'il puisse clôturer officiellement ce webinaire. À vous le floor, si je fais un mix français-anglais. Monsieur Tardieu, je vous rends la parole. Thank you, Natasha. Thank you very much.
for this very Merci interesting. Natacha pour cette session extrêmement riche en enseignements et en informations. Je vais dire quelques mots de conclusion à peine. Je sais que nous avons bien atteint le temps qui nous était imparti pour cette session. Alors l'idée évidente pour nous, en tant que praticien de l'eau, c'est cette idée d'intégration. Alors l'intégration est une nécessité absolue. C'est une approche bien quotidienne pour les praticiens de l'eau. Alors l'eau est transversale, l'eau est partout, l'eau est la vie, et il me semble que nous sommes, oui, vraiment très très heureux de l'approche qui nous a été présentée ici par nos collègues de GTI et de la Commission européenne. Cette ambition de la Commission européenne d'intégration plus poussée, cette idée de véritablement inscrire les enjeux de l'eau dans d'autres thèmes plus larges, comme l'agriculture, l'adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité. C'est quelque chose que nous pourrons apporter, car vraiment, et surtout dans les organismes de bassins fluviaux, c'est notre quotidien que d'intégrer, de comparer les besoins et les contradictions parfois entre les différents types d'usagers de l'eau. Il est vraiment important de savoir que nous pourrons, dans la prochaine période, nous appuyer sur une approche transversale encore plus intégrée de l'effort de recherche et d'innovation des politiques de l'Union européenne. Nous savons que ce sera faisable non seulement sur les questions technologiques ou scientifiques, mais il est aussi très important que ce lien qui doit sans cesse être construit, sans cesse être renforcé entre les différents types d'acteurs, de la science d'une part et de la politique d'autre part. Faire ce lien entre la science et la politique. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous tous ici, mais c'est quelque chose qui doit être maintenu et soutenu davantage encore au cours de la période à venir. Je peux vous confirmer qu'en ma qualité de secrétaire général du RIOB, je pourrais signer une lettre de soutien à l'initiative Water for All, ce qui est en quelque sorte un scoop, un tout premier résultat de cette session d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce résultat. Et bien sûr, je pense que nous pourrons également confirmer notre intérêt à faire partie du conseil, comité consultatif des partenaires associés, si c'est le vocabulaire adopté. Comme nous avons pu jouer ce rôle dans la période actuelle avec le GPI, je crois qu'il est important que le RIOB reste représenté et capable de promouvoir nos visions et les besoins des organismes de bassin en ce nouveau contexte. Donc merci beaucoup à vous tous, chers participants, et j'espère, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous voir demain matin. Merci beaucoup.